Première apparition publique demain à La Haye pour Bosco Ntaganda. Le général congolais comparaîtra ce mardi devant la Cour pénale internationale. Depuis son arrivée inattendue et toujours inexpliquée à l'ambassade américaine de Kigali, c'est la première fois que Ntaganda aura l'occasion de s'exprimer. Rappelons que Bosco Ntaganda faisait l'objet depuis 2006 de 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats dans l'Ituri et au Kivu. Écoutez les explications de Géraldine Mattioli-Zeltner de Human Rights Watch. C'est une audience assez courte et technique puisque c'est simplement l'occasion de vérifier l'identité de Bosco Ntaganda. On va lui demander de se présenter. Les juges vont également lire les chefs d'accusation qui sont portés par le bureau du procureur contre lui. Il sera représenté probablement par un avocat nommé d'office qui pourra éventuellement faire quelques remarques s'il y avait eu par hasard des problèmes dans son transfèrement ou quoi que ce soit à La Haye. Donc quelque chose d'assez formel, mais je pense qu'au-delà de cette formalité, pour nous en tout cas, c'est une victoire extraordinaire de le voir à la CPI et on espère un message très très fort pour les autres suspects de criminels de guerre à l'est du Congo. Après l'acquittement en décembre 2012 de Mathieu Ngudjolo, pensez-vous qu'on pourra peut-être aboutir à ce scénario dans le cadre de l'un des 2 mandats d'arrêt contre lui concernant l'enrôlement d'enfants soldats lors de la guerre en Ituri? On espère que le bureau du procureur a tiré les enseignements de ce qui s'était passé avec Ngudjolo, le type de difficultés auxquelles le bureau du procureur fait face dans l'ensemble des situations, mais le temps qui passe, évidemment, tous les défis de protection des témoins sont des choses qui sont très difficiles à gérer pour un bureau du procureur qui a aussi peu de ressources finalement, au vu du fait qu'il fait des enquêtes dans près de 8 pays. Donc c'est quelque chose il faudra surveiller de très près et qui souligne vraiment les besoins de la Cour en termes de non seulement de coopération des États, mais également de financement et de ressources de façon à pouvoir faire ce travail, à permettre de sécuriser les témoins, à permettre de faire toute enquête complémentaire qui serait nécessaire parce que le temps a passé. Aujourd'hui, tout le monde se félicite du transfèrement de Bosco Ntaganda, mais on oublie que pendant des années, il a joui d'une certaine tranquillité en République démocratique du Congo. Absolument. Je crois que c'est important de se rappeler que Bosco Ntaganda, c'était quand même le symbole de l'impunité à l'est du Congo pendant des années. D'abord parce qu'il était impossible de l'arrêter lorsqu'il était dans la milice de Lubanga, l'Union des Patriotes Congolais, puis au sein du Congrès national pour le peuple de Laurent Nkunda. Ces milices avaient beaucoup de succès, c'était impossible militairement de l'arrêter. Et puis pendant 3 ans, il a été protégé par les autorités congolaises. Et nous, certainement, ce que nous espérons, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que faire des deals avec ces suspects de crimes de guerre, le plus souvent n'amène pas la paix, comme on le prétend, et c'est ce que le président Kabila avait dit en le nommant général. Pour l'instant, on donne la priorité à la paix et pas à la justice, et on se rend très bien compte avec Bosco que ça n'a mené finalement qu'à plus de violence. D'abord, en tant que général dans l'armée, des crimes commis par les troupes sous son commandement, et ensuite une nouvelle rébellion en avril 2012. Géraldine Mattioli-Zeltner de Human Rights Watch était jointe à Stuttgart. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les présidents ougandais Yoweri Museveni, rwandais Paul Kagame, congolais Joseph Kabila sont arrivés hier dimanche à Oyo, une ville située à 400 km au nord de Brazzaville. Ils vont participer à un mini-sommet sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Les 4 chefs d'État se pencheront en particulier sur la mise en œuvre de l'accord des Nations Unies relatif à la situation en RDC signé à Addis Abeba le 24 février 2013 selon le ministre congolais des Affaires étrangères Basile Ikwebe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Première comparution à la Cour pénale internationale de La Haye pour le général Bosco Ntaganda. Le rebelle congolais, qui s'est rendu à l'ambassade américaine de Kigali la semaine dernière, fait l'objet depuis 2006 de 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats dans l'Ituri et le Kivu. Au micro de Nicolas Pinault, les explications de Géraldine Mattioli-Zeltner de Human Rights Watch. C'est une audience assez courte et technique puisque c'est simplement l'occasion de vérifier l'identité de Bosco Ntaganda. On va lui demander de se présenter. Les juges vont également lire les chefs d'accusation qui sont portés par le bureau du procureur contre lui. Il sera représenté probablement par un avocat nommé d'office qui pourra éventuellement faire quelques remarques s'il y avait eu par hasard des problèmes dans son transfèrement ou quoi que ce soit à La Haye. Donc quelque chose
d'assez formel, mais je pense qu'au-delà de cette formalité, pour nous en tout cas, c'est une victoire extraordinaire de le voir à la CPI et on espère un message très très fort pour les autres suspects de criminels de guerre à l'est du Congo. Après l'acquittement en décembre 2012 de Mathieu Ngudjolo, pensez-vous qu'on pourra peut-être aboutir à ce scénario dans le cadre de l'un des 2 mandats d'arrêt contre lui concernant l'enrôlement d'enfants soldats lors de la guerre en Ituri? On espère que le bureau du procureur a tiré les enseignements de ce qui s'était passé avec Ngudjolo, le type de difficultés auxquelles le bureau du procureur fait face dans l'ensemble des situations, mais le temps qui passe, évidemment, tous les défis de protection des témoins sont des choses qui sont très difficiles à gérer pour un bureau du procureur qui a aussi peu de ressources finalement, au vu du fait qu'il fait des enquêtes dans près de 8 pays. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près et qui souligne vraiment les besoins de la Cour en termes de non seulement de coopération des États, mais également de financement et de ressources de façon à pouvoir faire ce travail, à permettre de sécuriser les témoins, à permettre de faire toute enquête complémentaire qui serait nécessaire parce que le temps a passé. Aujourd'hui, tout le monde se félicite du transfèrement de Bosco Ntaganda, mais on oublie que pendant des années, il a joui d'une certaine tranquillité en République démocratique du Congo. Absolument. Je crois que c'est important de se rappeler que Bosco Ntaganda, c'était quand même le symbole de l'impunité à l'est du Congo pendant des années. D'abord parce qu'il était impossible de l'arrêter lorsqu'il était dans la milice de Lubanga, l'Union des Patriotes Congolais, puis au sein du Congrès national pour le peuple de Laurent Nkunda. Ces milices avaient beaucoup de succès, c'était impossible militairement de l'arrêter. Et puis pendant 3 ans, il a été protégé par les autorités congolaises. Et nous, certainement, ce que nous espérons, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que faire des deals avec ces suspects de crimes de guerre, le plus souvent n'amène pas la paix, comme on le prétend, et c'est ce que le président Kabila avait dit en le nommant général. Pour l'instant, on donne la priorité à la paix et pas à la justice, et on se rend très bien compte avec Bosco que ça n'a mené finalement qu'à plus de violence. D'abord, en tant que général dans l'armée, des crimes commis par les troupes sous son commandement, et ensuite une nouvelle rébellion en avril 2012. Géraldine Mathioli-Zettner de Human Rights Watch joint à... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, c'est le 23 septembre 2013 qu'aura lieu l'audience de confirmation des charges en vue d'un éventuel procès contre Bosco Ntaganda. Le général rebelle et chef de guerre congolais a comparu ce matin pour la première fois devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et il s'agissait pour les juges de vérifier l'identité du suspect, de l'informer des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le statut de Rome, traité fondateur de la CPI. L'arrestation de Bosco Ntaganda pourra-t-elle dissuader tous ceux qui portent encore illégalement des armes en République démocratique du Congo? Pas si sûr si l'on s'en tient à ce qui se passe dans la province du Katanga. Et là-bas, les autorités ont transféré à Kinshasa 200 miliciens maïmaï sécessionnistes dénommés Bakata Katanga. Il faut dire qu'il y a 4 jours de cela, ces miliciens avaient occupé la ville de Lumumbashi avant d'être dispersés par les forces armées congolaise. Mais Ramata Soré, vous êtes avec moi en studio. Qu'est-ce qu'ils revendiquent ces miliciens? Ces Maïmaï se présentant comme des Kata Katanga, ce qui veut dire la scission du Katanga dans la langue locale, avait pris depuis plusieurs semaines le contrôle d'une bourgade voisine. Selon des sources concordantes, ces miliciens veulent l'indépendance du Katanga. À ce sujet, écoutons Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en RDC. Ils ne veulent pas que la province du Katanga soit partie intégrante de la République démocratique du Congo. Ils sont toujours dans la pensée sécessionniste de 1960. Selon ce qui est arrivé, ils sont partis d'une commune périphérique de la ville de Lubumbashi jusqu'à arriver au centre-ville de Lubumbashi où ils ont hissé l'ancien drapeau de l'État indépendant du Katanga. Le fait qu'ils aient fait une si longue distance sans être inquiétés et sur leur parcours ils étaient acclamés par la population, c'est que quelque part ils bénéficient d'un appui qui n'est pas encore déterminé. Le gouvernement congolais a dépêché une mission d'enquête dans la région. Son objectif, évaluer la situation sécuritaire. Mais pour le politologue congolais Giavira Mushizi, il y a plus urgent à faire. Ce qui manque fermement, fondamentalement pour le moment au Congo, c'est le manque de volonté politique. C'est finalement le laisser faire.
Quand vous rentrez au Congo, tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et donc, ce qu'il faut faire est relativement simple. Il faut ce que j'appelais là la volonté politique. Cette volonté politique se manifeste notamment par la restructuration de la police, l'établissement de la justice. Et donc, si les gens se sentaient justiciables, il ferait moins de bêtises. Tant qu'il n'y a pas cette capacité de l'État à se structurer, eh bien, le phénomène va se reproduire chaque fois. Selon l'Association africaine de défense des droits de l'homme en RDC, Assado, les 200 miliciens transférés à Kinshasa vont être bientôt jugés. La justice congolaise leur reproche d'avoir pris les armes contre leur propre pays et d'avoir troublé l'ordre public. Merci Ramata Souré pour ce point sur le Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En une aujourd'hui, la première comparution du général Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien seigneur de guerre est soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les procureurs de la CPI lui reprochent d'avoir notamment tué, violé et enrôlé des enfants soldats dans l'est de la RDC. Pour autant, le procès de cet ancien rebelle n'a pas encore vraiment commencé puisque les charges n'ont pas encore été confirmées. Pour mieux comprendre cette procédure, j'ai contacté Maître Philippe Cura, secrétaire général du barreau pénal international et avocat au barreau de Genève. Cette première étape est simplement de s'assurer de la première comparution de l'accusé devant la cour en vue de préparer la suite de la procédure qui sera notamment la procédure préliminaire de confirmation des charges. Et cette première étape pourrait durer combien de temps ? Là, il va y avoir une première phase de 6 mois pendant lesquelles on va pouvoir préparer les équipes de défense comme le bureau du procureur, la phase de confirmation des charges. À partir du 23 septembre 2013, la Cour va tenir des audiences sur les confirmations des charges. Elle rendra sa décision dans la foulée et ensuite, selon ce qu'elle décidera, soit la procédure s'arrêtera, soit elle basculera sur la phase de première instance. Nous sommes dans des procédures longues et lentes qui en général durent plusieurs années, qui se tiendra à partir du 23 septembre 2013. Donc ça veut dire qu'officiellement, il n'y a pas encore de procès contre Bosco Ntaganda ? Alors, il n'a pas encore fondamentalement commencé puisqu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet, notamment sur la question du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. On va commencer la procédure, permettre d'examiner les charges qui sont présentées par le procureur à la Cour, à la défense de s'exprimer, et en fonction des éléments qui seront présentés, les juges décideront si oui ou non il existe suffisamment d'éléments pour confirmer les charges à l'encontre de Bosco Ntaganda et à ce moment-là, commencer le procès au fond en première instance. Et si les charges ne sont pas confirmées ? Alors, si les charges ne seront pas confirmées, il y a fort à parier que Bosco Ntaganda sera immédiatement remis en liberté. Toutes ces décisions pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un appel ou de recours. S'il est condamné, quelle pourrait être la peine maximale ? La peine maximale, théoriquement, ça reste la perpétuité. Après, c'est beaucoup trop tôt pour essayer d'évaluer la peine qui pourrait être prononcée contre lui. Je rappelle quand même qu'on est à un stade où la présomption d'innocence s'impose. Il y a des charges que le procureur estime pouvoir soutenir contre lui, mais pour l'instant, il est encore présumé innocent. Bosco Ntaganda s'est rendu volontairement à la CPI. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur cette affaire ? Il y avait eu un cas antérieur aussi où une personne avait voulu, dans la situation du Darfour, se présenter volontairement à la Cour. Eh bien, lui en avait pris puisque la Cour avait alors refusé de confirmer les charges contre lui. Là, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact sur le fond de la procédure. Simplement, c'est important de souligner qu'effectivement, il se soit rendu volontairement à la Cour. Cela veut dire qu'il y a une reconnaissance de la Cour et de son fonctionnement, de sa légitimité aussi, qui s'élargit et qui s'installe vraisemblablement durablement au niveau du droit international. Maître Philippe Cura, secrétaire général du Bureau pénal international et avocat. Charlie Kasereka, 100 citoyens journalistes pour la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. 2 personnes tuées, un policier et un jeune garçon qui revenait de l'église dans le quartier Keshero. Les policiers qui l'ont tué sont venus l'enlever dans un salon de coiffure et soi-disant qu'il est arrêté sans une cause valable. Du coup, ils entrent en discussion, lui, son frère et les 2 policiers dont l'un était en état d'ivresse selon les témoins sur place. Après une longue discussion, les 2 garçons qui ont refusé de donner aux policiers une somme de $18 qu'ils possédaient, les policiers ivres a tiré sur les jeunes garçons répondant au nom d'innocent, lui logea une balle dans la tête. La population prise par la colère, ils ont tué aussi les policiers par lynchage avec des coups de pierre. Les 2 corps ont été amenés à la morgue de l'hôpital de Goma avant leur enterrement. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
À Bangui, le général Bosco Ntaganda doit comparaître ce matin devant le juge de la Cour pénale internationale. Le chef de guerre congolais est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il s'était livré le 18 mars dernier à l'ambassade des États-Unis à Kigali avant d'être transféré aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi. À La Haye, la correspondante de Stéphanie Maupin. C'est une simple audience au cours de laquelle les juges vérifieront l'identité du suspect, mais elle pourrait aussi permettre d'en savoir un peu plus sur les intentions de Bosco Ntaganda. Beaucoup s'interrogent en effet sur les retombées que son procès pourrait avoir pour Kigali. Depuis de nombreuses années, le Rwanda est accusé de soutenir des milices pour piller les richesses de la RDC. Et il y a encore 10 jours, Ntaganda combattait pour l'une de ces milices, le M23. Incarcéré au cours du week-end, Bosco Ntaganda partage désormais ses journées avec les autres détenus de la Cour. Parmi eux, le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba, mais aussi Thomas Lubanga, un chef de milice avec lequel il avait combattu dans l'est de la RDC. Et c'est précisément pour ces faits qu'il est poursuivi par la Cour. Le procureur affirme qu'en 2002 et 2003, Bosco Ntaganda a commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans l'objectif de s'emparer de l'Ituri. L'accusation recense plusieurs attaques contre des civils au cours desquelles des meurtres, des viols, des persécutions et des pillages auraient été commis. Mais pour l'heure, le chef de guerre n'est pas poursuivi pour les crimes commis au sein du CNDP, une autre milice, ni ceux dont certaines ONG l'accusent lorsqu'il avait décidé de rejoindre l'armée congolaise à la faveur de l'accord de paix de 2009 et plus récemment au sein du M23, soutenu aussi par le Rwanda et dont les exactions ont été dénoncées en novembre par les experts des Nations Unies. Au cours de l'audience de ce matin, les juges devraient aussi annoncer la date des audiences de confirmation des charges au terme desquelles le suspect pourrait être renvoyé en procès. À La Haye. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bosco Ntaganda, l'ancien chef de guerre congolais, qui a effectué hier sa toute première comparution devant la CPI. Celui que l'on appelle aussi Terminator est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le procureur de la CPI lui reproche d'avoir tué, violé et enrôlé des enfants soldats dans l'est de la RDC. Précisons que cette comparution n'est pas le procès à proprement parler, puisque les charges n'ont pas encore été confirmées. Pour mieux comprendre cette procédure, Morgane Guiriec a contacté Maître Philippe Kourat, secrétaire général du barreau pénal international et avocat au barreau de Genève. Cette première étape est simplement de s'assurer de la première comparution de l'accusé devant la Cour en vue de préparer la suite de la procédure qui sera notamment la procédure préliminaire de confirmation des charges. Et cette première étape pourrait durer combien de temps? Là, il va y avoir une première phase de 6 mois pendant laquelle on va pouvoir préparer les équipes de défense comme le bureau du procureur, la phase de confirmation des charges. À partir du 23 septembre 2013, la Cour va tenir des audiences sur les confirmations des charges. Elle rendra sa décision dans la foulée. Et ensuite, selon ce qu'elle décidera, soit la procédure s'arrêtera, soit elle basculera sur la phase de première instance. Nous sommes dans des procédures longues et lentes qui en général durent plusieurs années, qui se tiendra à partir du 23 septembre 2013. Donc ça veut dire qu'officiellement, il n'y a pas encore de procès contre Bosco Ntaganda? Alors, il n'a pas encore fondamentalement commencé puisqu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet, notamment sur la question du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. On va commencer la procédure, permettre d'examiner les charges qui sont présentées par le procureur à la Cour, à la défense de s'exprimer, et en fonction des éléments qui seront présentés, les juges décideront si oui ou non il existe suffisamment d'éléments pour confirmer les charges à l'encontre de Bosco Ntaganda et à ce moment-là, commencer le procès au fond en première instance. Et si les charges ne sont pas confirmées? Alors, si les charges ne seront pas confirmées, il y a fort à parier que Bosco Ntaganda sera immédiatement remis en liberté. Toutes ces décisions pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un appel ou de recours. S'il est condamné, quelle pourrait être la peine maximale? La peine maximale, théoriquement, ça reste la perpétuité. Après, c'est beaucoup trop tôt pour essayer d'évaluer la peine qui pourrait être prononcée contre lui. Je rappelle quand même qu'on est à un stade où la présomption d'innocence s'impose. Il y a des charges que le procureur estime pouvoir soutenir contre lui, mais pour l'instant, il est encore présumé innocent. Bosco Ntaganda s'est rendu volontairement à la CPI. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur cette affaire?
Il y avait eu un cas antérieur aussi où une personne avait voulu, dans la situation du Darfour, se présenter volontairement à la Cour. Eh bien, lui en avait pris puisque la Cour avait alors refusé de confirmer les charges contre lui. Là, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact sur le fond de la procédure. Simplement, c'est important de souligner qu'effectivement, il se soit rendu volontairement à la Cour. Cela veut dire qu'il y a une reconnaissance de la Cour et de son fonctionnement, de sa légitimité aussi, qui s'élargit et qui s'installe vraisemblablement durablement au niveau du droit international. Maître Philippe Curat, secrétaire général du barreau pénal international et avocat au barreau de Genève en Suisse. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des milliers de Congolais sont toujours réfugiés au Rwanda, parmi eux des rwandophones venus de l'Est de la République démocratique du Congo. Après les engagements pris récemment au niveau de l'Union africaine par les pays de la région pour mettre fin au combat, ils espéraient pouvoir rentrer prochainement chez eux. Mais ils devront sans doute encore attendre. Reportage au Rwanda avec Solange Ayanone. Les réfugiés congolais du camp de Gihembe au nord du Rwanda perdent peu à peu l'espoir de rentrer chez eux après la récente division au sein du M23. Comment on peut espérer qu'on rentrera avec ce climat de guerre qui perdure des années et des années? À 80%, on a pris espoir qu'on entrera un jour. Même ceux qui ont été restés au pays sont actuellement en train de fuir. Notre espoir de rentrer baisse de jour à jour. La plupart d'entre eux espéraient pourtant que le M23 les ferait rentrer chez eux car selon eux, ils plaidaient pour les droits des Congolais rwandophones. Kanamugire est réfugié congolais de Gihembe. Il vient de passer plus de 10 ans dans ce camp. Il donne ici des raisons qui justifient leur désespoir. Ces gens du M23 qui disent qu'ils luttent pour nos droits sont aussi en train de s'entretuer. Il y en a qui veulent qu'on rentre, mais d'autres ne cherchent que leurs intérêts personnels. Et ceux-là ne veulent pas que la guerre prenne fin. Regarde, par exemple, les accords de Kampala étaient sur le point d'aboutir, mais tout est perdu maintenant. Ils se sont divisés et certains d'entre eux commencent à pourchasser nos frères qui sont restés au Congo. Nous espérons qu'un jour, Dieu vaincra ceux qui font la guerre pour satisfaire leurs désirs personnels. Ces réfugiés de Gihembe souhaitent que la paix revienne afin qu'ils rentrent chez eux. Pour cette femme, la guerre n'est pas une solution. Je pense qu'il faut arrêter et mettre en prison tous les responsables de ces groupes armés. Ainsi, ceux qui sont derrière eux seront obligés de rendre les armes. Sinon, la guerre ne finira jamais chez nous. Actuellement, il y a plus de 25 000 réfugiés congolais au Rwanda et d'autres continuent à affluer. Solange Ayanone à Kigali pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Nord Kivu à présent, où la situation sécuritaire est toujours préoccupante dans le territoire de Masisi. Après le massacre et l'incendie de la cité de Kichanga le mois dernier, d'autres villages du Masisi sont déstabilisés par des groupes armés locaux. Un conseil extraordinaire de sécurité s'est tenu hier à Saké pour trouver les voies et moyens pour stabiliser les populations. Le point avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgua. Plusieurs habitants continuent à fuir la cité de Kichanga, craignant une éventuelle offensive des Maïmaï APCLS contre les communautés Hutu et Tutsi. Dans d'autres villages tels que Luke, l'absence de l'armée régulière favorise l'activisme des groupes armés locaux. Le député provincial Robert Seninga, élu du territoire de Masisi, estime qu'il faut une solution immédiate pour sécuriser les populations. L'insécurité persiste particulièrement dans les villages de Kichanga, de Luke et de Saké. Pour Kichanga, les deux administrateurs assistants de Masisi seront déployés pour se rapprocher de la population. À Luke, il y a nécessité de déployer l'armée régulière pour sécuriser les populations. Nous allons continuer à faire un plaidoyer au niveau national afin que tous les groupes armés quittent tous les villages qu'ils occupent. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Lutaichirwa, qui a présidé à Saké le Conseil extraordinaire de sécurité, rassure que les autorités provinciales se penchent effectivement sur cette question. Il demeure quelques points chauds, comme Kichanga. Nous venons de décider qu'il sera déployé à Kichanga les deux ATA qui vont se baser là-bas pour renforcer la sécurité et collaborer avec
tous les membres du comité local là-bas de sécurité pour qu'on y améliore la sécurité et la paix. Un déploiement est déjà fait par le commandement 8e région au niveau des Louké et de ses alentours. Et il y a une série de mesures qui viennent d'être prises pour que la paix et la sécurité soient recouvrées sur toute l'étendue, non seulement du territoire de Massissi, mais aussi de tous les autres territoires de la province du Nord Kivu. Il y a quelques jours, depuis que les notables des différentes communautés du Nord Kivu se sont rendus à Kichanga pour compatir avec les familles des victimes de massacres et sensibiliser les communautés Houndé, Hutu et Tutsi de continuer à vivre en harmonie, mais les Mai Mai APCLS de Janvier Moraïri continuent à errer dans les collines surplombant la cité de Kichanga. Le vice-gouverneur Feller Lutaichirwa donne un dernier avertissement à tous les combattants locaux et étrangers. Pour tous les autres marginaux qui vont détenir les armes en marge de la loi, il se fait que non seulement les FARDC devront les traquer, mais aussi avec la solidarité de la communauté internationale qui viendra pour combattre toutes les forces négatives. Il faudra plutôt une détermination et une volonté politique des autorités de Kinshasa pour mettre un terme à cet activisme des groupes armés au Nord Kivu. Depuis Saké, dans le Massissi, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique. Et voici. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo sous la pression des Nations Unies. C'est par la voix d'Hervé Latsou que l'ONU a donné une semaine à la RDC pour agir contre les soldats violeurs. Les Nations Unies demandent à Kinshasa de sanctionner les soldats des forces armées, les FARDC, coupables de viol sur 126 femmes en novembre dernier. Le message a été délivré hier au ministre congolais des Affaires étrangères à New York. Au micro de Ramata Soré, je vous invite à écouter les explications du lieutenant-colonel Félix Prosper Bassé. Il est porte-parole militaire de la MONUSCO. Il y a eu effectivement des viols qui ont été commis dans la ville de Minova, environ du mois de novembre. Et c'est donc suite à la vérification de toutes ces allégations que les Nations Unies ont, dès le mois de février, avaient déjà envoyé 2 correspondances au gouvernement congolais dans lesquelles, effectivement, ils avaient exprimé leur volonté de ne plus travailler avec les troupes qui étaient visées par ces allégations qui ont été confirmées à l'issue d'enquête. Donc nous pensons que l'un dans l'autre, ce qui est plus important, c'est justement de mettre un terme à l'impunité. Donc c'est pour ça que je vous dis mieux vaut tard que jamais, parce que d'abord ce retard est dû au temps nécessaire pour mener les investigations, mais ce qui est important et qu'il faudra retenir, c'est que les Nations Unies ne cautionnent pas, ne soutiennent pas de telles violations et préfèrent se dissocier des acteurs de violation de droits de l'homme. Il y a un cadre juridique qui est clairement défini par le gouvernement congolais. Et comme vous le savez, l'impunité aussi a été un peu érigée en mode d'action au sein même des FARDC. Donc je pense que le gouvernement congolais, qui est tout à fait souverain, les forces armées congolaises, qui sont aussi tout à fait souveraines, prendront les sanctions qui sont prévues par les lois et règlements de ce pays-là. Mais pourquoi imposer un délai d'une semaine? Déjà, des correspondances avaient été envoyées au gouvernement congolais. Et c'est peut-être l'échéance du délai qui avait été initialement fixé qui arrive dans une semaine. Dites-nous, si le Congo ne respecte pas l'injonction de l'ONU, que va-t-il advenir? Nous arrêterons tout soutien justement à ces unités-là. Je pense que ça a été clairement dit par M. Latsou. Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO. Et l'ONU doit se prononcer aujourd'hui même sur une proposition de la France de créer une brigade d'intervention basée à Goma qui serait destinée à combattre les groupes armés qui sévissent toujours dans l'est de la RDC aux côtés de l'armée régulière. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À New York, les Nations Unies ont donné à la République démocratique du Congo une dernière semaine pour agir contre les soldats de 2 bataillons de l'armée accusés d'avoir commis au moins 126 viols le 20 novembre dernier dans la ville de Minova. La presse parle d'ultimatum, mais un officiel que j'ai joint au siège de l'ONU s'est voulu plus nuancé en disant qu'il est requis des Nations Unies de ne plus travailler avec les troupes visées si des actions n'étaient pas prises à propos de ces cas de viol présumés.
Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a abordé la question lors d'une réunion à New York avec le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda. Pour une réaction et les efforts des FARDC contre les violeurs dans leur rang, j'ai contacté le porte-parole des forces armées congolaises, le colonel Olivier Amouli. Oui, je voulais d'abord prendre connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, que les autorités et la haute hiérarchie militaire n'ont pas pu voir face à cette situation. Et c'est depuis maintenant bientôt 2 mois et demi qu'il y a une commission des magistrats de l'auditorat militaire de la garnison de Bukavu ainsi que de la garnison de Goma qui sont en train de mener des enquêtes. Et il y a déjà des interpellations qui sont en train d'être faites. Néanmoins, on attend que cette commission-là puisse tirer les conclusions de ces enquêtes. D'ailleurs, pour votre connaissance aussi, il y a le comité d'appui aux poursuites, qui est une section de la MONUSCO, et qui est en train d'appuyer justement les magistrats militaires pour mener à bien ces enquêtes-là et savoir comment dénicher les présumés coupables et les cas échéants et les déférer devant la justice. Mais alors pourquoi, s'il y a tant de coopération entre l'armée congolaise et la MONUSCO, le chef des opérations de maintien de la paix semble si impatient vis-à-vis de l'armée congolaise? Vous savez, une enquête ne peut pas être menée comme si on faisait de la mathématique algébrique. Ce qui est vrai est qu'on n'a pas croisé les bras et le travail est en train d'être fait. Et je tiens aussi à prendre la MONUSCO comme étant témoin parce que c'est le comité d'appui aux poursuites qui est en train justement de renforcer les capacités ainsi que la mise en œuvre de ces enquêtes sous la facilitation même de la MONUSCO. Monsieur le colonel Amouli, je me dois de me faire l'écho de ces accusations des organisations humanitaires et de droits de l'homme qui disent qu'aucun gradé n'a été arrêté et que les accusations n'ont été suivies d'aucun effet. Vous rejetez de telles appréciations, j'imagine. Ça, ce sont des allégations qui ne sont pas vraiment fondées parce que peut-être c'est un problème de communication. Ils ne sont pas tout simplement informés, mais le travail est en train d'être fait. Aucun gradé arrêté dans cette affaire? Jusque-là, il y avait 2 arrestations au mois de novembre même, qui avaient été déférées à la justice militaire au niveau de Bukavu. Mais néanmoins, avec le travail qui a été d'être fait, il y a des interpellations, voire des officiers supérieurs qui sont en train d'être faits par l'auditorat militaire de Goma. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Et vous savez très bien aussi que avec l'entrée du M23 à Goma, la justice militaire n'a pas pu fonctionner. Et ce n'est que tout récemment ici que les magistrats ont pu encore être redéployés parce que même les infrastructures de la justice militaire avaient été sabotées par l'ennemi, du M23. Et maintenant, les infrastructures sont en train d'être réhabilitées et déjà le travail a commencé. Et donc, c'est question de prendre le mal en patience et les conclusions seront données. Le porte-parole des FARDC congolaises, le colonel Olivier Amouli. Signalons par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi pour se prononcer sur une résolution mettant en place une brigade d'intervention afin d'aider les FARDC à combattre les groupes rebelles dans l'est de la RDC. À présent, vous écoutez Zapping Info Congolaise. On commence avec le Conseil de sécurité qui doit adopter ce jeudi après-midi à New York une résolution qui renforce la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. En fait, les 15 doivent surtout se prononcer sur la création d'une brigade spéciale d'intervention destinée à combattre les groupes armés dans l'est de la RDC. Cette force pourrait être dotée d'un effectif d'au moins 2500 hommes et serait basée à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. On écoute la correspondance de Radio Okapi. Le Guatemala et le Pakistan sont jusqu'ici les 2 pays qui contribuent aux troupes de cette brigade. Son rôle, attaquer les groupes armés opérant en République démocratique du Congo jusqu'à les faire disparaître, contrairement au reste de la MONUSCO qui poursuit son travail de maintien de paix et donc défensif. La brigade spéciale onusienne est composée des 3 bataillons d'infanterie. Le texte qui la crée est présenté par la France et insiste sur le fait que cette force spéciale est exceptionnelle et ne devienne donc pas une habitude. Et même si certains pays membres de l'ONU s'interrogent encore sur cette brigade d'intervention, notamment les États-Unis au sujet de son efficacité, la Chine et la Russie qui brandissent le principe de non-ingérence, et le Rwanda enfin craignant que le M23 soit plus visé que les autres groupes armés, le secrétaire général de l'ONU, lui, reste convaincu que cette brigade spéciale est nécessaire pour mettre fin au règne des groupes armés dans la région des Kivu.
Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les éléments du M23 et des groupes armés en RDC sont à nouveau dans la ligne de mire de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité hier a adopté en effet une résolution, la 2098, pour renforcer le mandat de la MONUSCO. Celle intégrée au sein de la mission, une brigade d'intervention rapide qui sera composée de 3069 éléments. Elle aura un mandat robuste qui lui permettra de combattre l'expansion des groupes armés en RDC, les précisions de Herman Ongo. Cette résolution, la 2098, les autorités de Kinshasa la voulaient depuis plusieurs mois. Elle intègre au sein de la mission onusienne en RDC une brigade d'intervention rapide, une toute première dans l'histoire des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Raymond Tshibanda est le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous avons la conviction qu'elle aidera à faire la différence et que bientôt, les forces négatives, les groupes armés ne seront plus qu'un mauvais souvenir. La 2098 dote en effet la brigade d'intervention rapide d'un mandat offensif afin d'empêcher l'expansion des groupes armés, les neutraliser et les désarmer en vue de permettre une stabilisation de l'est de la RDC. Gérard Haro représente la France au sein du Conseil de sécurité. Elle devra impérativement opérer dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et respecter la politique de l'ONU en matière de droits de l'homme. Le Rwanda, souvent accusé par des experts de l'ONU d'aider et d'équiper le M23 à travers son représentant, a salué l'adoption de la présente résolution. Mais dans sa prudence, il insiste sur la nécessité de s'assurer que l'impartialité de la composante militaire de la MONUSCO ainsi que la protection des casques bleus ne soit mise en danger. Eugène Richard Gansana. Nous réitérons l'importance d'une séparation claire du rôle de la brigade d'intervention avec celui des forces régulières de la MONUSCO dont la mission principale est de protéger les civils, en particulier contre la violence sexuelle qui a atteint des niveaux alarmants à l'est de la RDC. La nouvelle dynamique de consolidation de la paix que suscitera la mise en œuvre de la 2098 permettra au Conseil, selon Kigali, de se libérer des idées préconçues, de s'éloigner de la politique du bouc émissaire et s'atteler à appuyer les efforts de la RDC et des pays de la région à y restaurer la paix et la stabilité. Irénée Herman Humbo, New York, BBC Afrique. L'UNICEF, l'agence onusienne chargée de l'enfance, se dit très préoccupée par le nombre très élevé de filles, des mineurs qui sont actuellement enrôlés au sein des groupes armés qui sévissent dans la région du Katanga, dans le sud-est de la RDC. Selon son rapport, une quarantaine d'enfants ont été retirés des mains du groupe Mai Mai à Lubumbashi, capitale de la province du Katanga, où la semaine dernière des affrontements ont opposé les Mai Mai aux forces armées gouvernementales. L'UNICEF vient de prendre en charge quelques-uns de ces enfants. Le point avec notre correspondant à Lubumbashi, Lucien Kahosi. C'est dans un rapport publié ce jeudi 28 mars 2013 que l'UNICEF, s'inspirant des enquêtes menées récemment par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans la province du Katanga, l'UNICEF déplore le nombre de 1500 enfants dont la majorité sont des filles mineures qui sont actuellement utilisées dans les groupes armés rebelles Mai Mai Katakatanga. Ces enfants dont l'âge varie entre 10 et 17 ans sont parfois victimes de violences sexuelles. Selon ce rapport de l'UNICEF, lors de combats armés samedi dernier en plein centre-ville de Lubumbashi entre les rebelles Mai Mai Katakatanga et les forces armées congolaises, 40 enfants de ces rebelles ont été séparés de leurs parents et remis à l'UNICEF par les autorités congolaises pour leur prise en charge. Pour rappel, 242 combattants Mai Mai Katakatanga, accompagnés de leurs femmes et enfants, armés de quelques kalachnikovs, flèches et machettes, ont attaqué la ville de Lubumbashi le samedi 23 mars dernier à 11h locales. Ils avaient hissé en plein centre-ville le drapeau de l'ex-État indépendant du Katanga avant de se rendre dans le quartier général de la mission des Nations Unies pour réclamer l'indépendance du Katanga. Bilan, 35 morts et plus de 53 blessés par balle, parmi eux les civils. Pour l'heure, le calme est revenu à Lubumbashi. Tous les combattants Mai Mai arrêtés et désarmés ont été transférés à Kinshasa, la capitale, où ils seront jugés par la justice militaire. De Lubumbashi, Lucien Kaozi Kocha pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier soir une résolution qui renforce la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, en créant notamment pour la première fois une force d'intervention chargée de combattre les groupes armés opérant dans l'Est. Cette brigade d'intervention, qui devrait compter plus de 2500 hommes, selon la résolution, aura la tâche de mener des opérations offensives et ciblées seules ou aux côtés de l'armée congolaise pour stopper le développement de tous les groupes armés, les neutraliser et les désarmer. Immédiatement après son adoption, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Latsou, s'est exprimé sur le sujet dans une interview avec notre collègue Maya Fayek de la radio des Nations Unies. Il s'agit d'essayer de tout faire pour éviter que ne se reproduisent ces cycles récurrents de violence tous les 2 ou 3 ans, de nouveaux groupes armés surgissent. Ça suffit maintenant. Et c'est la raison pour laquelle le secrétaire général a formulé toutes ces propositions qui s'intègrent autour de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba le 24 février. Alors c'est dans ce contexte que s'insère la brigade d'intervention, qui est un outil qui, pour la première fois, va être un outil d'imposition de la paix, puisque la résolution dit très clairement qu'il s'agit de neutraliser les groupes armés, d'empêcher leur expansion et, idéalement, de démobiliser les anciens combattants et de les recaser. Il y a un certain nombre de pays qui contribuent des troupes à la MONUSCO, qui avaient des hésitations en disant mais est-ce que tout cela ne fait pas courir des risques particuliers aux troupes qui sont déjà sur le terrain? Qu'est-ce que cela va nécessiter comme moyens supplémentaires? À quoi nous avons répondu? Bon, écoutez, premièrement, on ne peut pas se situer dans cette logique de neutralité qui est celle du maintien de la paix traditionnelle vis-à-vis de groupes tellement infâmes. Deuxièmement, il faut innover, muscler la force, et c'est bien, je crois, ce sur quoi le Conseil de sécurité s'est décidé. Alors maintenant, nous allons pousser les feux pour déployer cette brigade au plus vite. Nous sommes en contact avec plusieurs pays de la région. Je peux mentionner l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi. Au total, ça fera 3000 et quelques hommes, 3069 pour être précis. 3 bataillons d'infanterie extrêmement mobiles, bien équipés, plus des éléments d'artillerie, plus des éléments de force spéciale. Tout cela, on va essayer de faire en sorte qu'ils fassent le job et qu'on puisse ainsi avancer vers une plus grande stabilité dans les Kivu. Juste pour être clair là-dessus, si le mandat de la MONUSCO a été celui de maintenir la paix et des fois de l'imposer, le mandat de cette brigade d'intervention sera celui de mener des opérations offensives pour neutraliser les groupes armés, voire même les déloger. Alors vous avez parlé de quelques moyens logistiques. Est-ce que la brigade aura tous les moyens logistiques qu'il faut pour déloger ces groupes armés? Nous allons tout faire pour que ce soit le cas. Il est clair qu'il va nous falloir des équipements supplémentaires, notamment des hélicoptères. Nous sommes en train de les rechercher. Je n'oublie pas par ailleurs que nous avons obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour déployer des engins sans pilote de surveillance aérienne. Alors justement, j'allais vous poser la question, quelle sera la nature de ces drones, puisqu'il y a eu quand même pas mal de discussions au sujet de ces drones. Je sais que vous aimez beaucoup faire la distinction. Quelle sera la nature de ces drones? Je fais effectivement la distinction. Je n'utilise pas le mot drone, parce que dans les temps actuels, le mot drone a une connotation offensive. Là, clairement, il ne s'agira pas d'engins armés. Il s'agit uniquement d'engins de surveillance aérienne qui auront en fait une mission tout à fait cruciale pour informer la MONUSCO et notamment la brigade d'intervention, leur permettre de voir est-ce qu'il y a des mouvements d'unités militaires ou paramilitaires, est-ce qu'il y a également d'ailleurs aussi des mouvements de civils. Tout cela, je crois, nous permettra d'avoir une bien meilleure appréhension de la réalité sur le terrain. Ce sera donc une aide à la décision. Et je voudrais croire que ça aura aussi un effet de dissuasion vis-à-vis de tous ces éléments négatifs, toutes ces forces négatives. Savoir que vous êtes peut-être observé par un petit avion sans pilote qui passe à quelques milliers de mètres en altitude et qu'on n'entend pas, ça peut vous faire réfléchir avant de vous lancer en opération contre des civils, comme ça a été si souvent le cas par le passé. Hervé Latsou, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le gouvernement congolais s'est félicité de la création de cette force. Écoutez Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais.
La communauté internationale vient par cette décision de prendre la juste mesure de la tragédie qui a décimé des populations entières dans cette partie de notre pays. Nous en sommes satisfaits. C'est une initiative que le gouvernement congolais a souhaité dès le début de la dernière éruption des violences en 2012. Déjà fin 2011, il a fallu du temps pour amener les partenaires de la région des Grands Lacs ainsi que ceux de l'Union africaine à soutenir cette initiative auprès des Nations Unies. Aujourd'hui, nous pensons que tout le monde a compris la nécessité pour la communauté internationale d'aider à résoudre un problème que depuis 1994, elle a créé en contraignant le régime du défunt président Mobutu à recevoir sur notre territoire des personnes venues en armes du Rwanda, ce qui a déclenché tous les problèmes que nous connaissons dans cette partie de notre territoire. Nous pensons que c'est le début d'un processus de pacification qui ne sera peut-être pas miraculeux, mais qui va sûrement aller chaque jour en se consolidant. Hervé Latsou a donné une semaine aux autorités congolaises pour qu'elles sanctionnent les soldats qui sont accusés de viol. Quelle est votre réaction là-dessus? Peut-être l'information ne circule pas très bien au niveau de M. Latsou, mais c'est un dossier que nous avons pris à bras le corps depuis le mois de janvier de cette année. Des procédures judiciaires ont été initiées, des personnes ont été arrêtées. Nous avons même pris des mesures disciplinaires allant au-delà des vœux de M. Latsou parce que nous avons retiré tout le régiment qui est concerné et pas seulement les 2 bataillons dans le régiment et déployer à nouveau des magistrats dans la région puisqu'il faut quand même rappeler que Goma a été occupé, des officiers même de haut niveau non impliqués directement mais responsables de ces actes répréhensibles ont été interpellés et comparaissent en ce moment même. Vous venez de l'entendre, Lambert Mende réagissait aussi à cette mise en garde des Nations Unies contre les autorités congolaises à qui l'ONU donne une semaine pour agir contre les soldats de 2 bataillons de l'armée accusés d'avoir commis au moins 126 viols, des actes commis le 20 novembre dernier dans la ville de Minova, des actes qui sont restés jusque-là impunis. Dans la société civile congolaise, évidemment, on salue cette décision onusienne. Écoutez Omar Kavota, porte-parole de la société civile de Goma, dans le nord Kivu. Nous considérons qu'il est logique pour un État qui se veut de droit et démocratique à s'inscrire dans la lutte contre l'impunité. C'est pourquoi, à notre avis, cet ultimatum a véritablement sa place. Nous croyons qu'il n'y a aucun inconvénient à passer et nous pensons que notre gouvernement devra s'inscrire dans la logique de lutter contre l'impunité et il fera de bonnes compositions sur ce point. À votre avis, pourquoi ce n'est pas fait depuis? Pourquoi le gouvernement congolais ne combat pas l'impunité? Nous pensons que le gouvernement donne des priorités sur d'autres questions. Cela encourage effectivement la violence armée et le grave violation des droits humains. Et nous pensons que lorsque nous avons des partenaires qui rappellent l'État à ses obligations, il est donc légitime que nous puissions encourager pareil appel pour que l'État se ressaisisse le plus tôt. Et vous pensez que Kinshasa va s'exécuter en une semaine? Sur base de cette pression, nous croyons que le pouvoir de Kinshasa va exactement s'exécuter. Et c'est là que nous pourrions juger de sa bonne ou mauvaise foi, mais nous sommes optimistes. Et que pensez-vous de la possibilité pour la MONUSCO, la force des Nations Unies au Congo, donc d'avoir une capacité offensive? Nous avons toujours plaidé pour que la force des Nations Unies soit une force qui impose la paix, soit une force qui lutte contre les groupes armés. Et donc, nous sommes convaincus qu'une fois le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution de pouvoir avoir une brigade devant traquer les forces négatives affiliées, ce serait le salut. Omar Kavota, porte-parole de la société civile de Goma, dans le nord Kivu.